On aurait abandonné... Enfin, on parlerait moins de la question économique et sociale, oui, notamment à la France insoumise, etc. Je suis désolée, c'est matériellement faux, parce que c'est pas nous qui organisons ce dont les gens parlent, ce dont les médias parlent. Quel est le texte qu'on a mis en premier dans notre niche parlementaire il y a 3 semaines, dont on parle de l'abrogation de la réforme des retraites? Quel était le deuxième texte? C'est un texte sur lequel que je défendais, le blocage des factures d'électricité au moment où une personne sur 2 n'arrive plus à payer ses factures en France. Pendant 2 ans, je l'ai harcelé les programmateurs pour qu'ils fassent des sujets pour décrypter ce qui se passait avec le marché européen de l'électricité, les usines qui ferment. Et un jour, par exemple, BFM TV ne me répond pas pendant 4 jours. Et m'envoie un message à 17h en me disant la jeune fille voilée qui s'est fait virer d'un Geox à Avignon, est-ce que vous êtes là pour commenter? C'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est l'acteur dont on ne parle pas, mais qui pourtant est un acteur qui a une influence sur la société majeure. Ce sont les groupes médiatiques qui ont un agenda. Et leur agenda, c'est typiquement de ne pas avoir des débats approfondis sur les questions économiques et sociales. Moi, je trouve que la question du débat sur les questions économiques et sociales a quelque part, de manière générale, un peu disparu dans le champ du débat politique. Je suis pas d'accord avec ça. Mais justement... tout ça participe d'un narratif global. On a effectivement un État qui a perdu sa force de protectrice, l'État-providence. On n'est plus perçu comme un État protecteur. Et effectivement, Marine Le Pen a très bien compris cela. Elle va se construire progressivement une image au cours des années 2000, qui est la Marine de Hénin. Moi, je reprends toujours cette citation de ce journaliste de La Voix du Nord local à Hénin-Beaumont, qui dit « c'est plus la Marine de Neuilly, c'est la Marine de Hénin », qui s'habille différemment, qui met des jeans, qui... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Entretiens croisés du Vent se lève. L'extrême droite en état de marche pour conquérir dans les âmes et dans les urnes. Alors que le 21 avril 2002, la France était saisie d'effroi à l'idée de voir Jean-Marie Le Pen au 2e tour de l'élection présidentielle en dépassant le candidat socialiste Lionel Jospin, le Front National, devenu le Rassemblement National, a parcouru son chemin, accumulant les succès électoraux et s'imposant comme une force politique de premier plan, notamment auprès des classes populaires. Au Vent se lève, nous nous efforçons depuis toujours d'analyser les dynamiques profondes qui expliquent cette tentation des classes populaires de s'éloigner de la gauche et de basculer progressivement vers le vote d'extrême droite, en tentant de comprendre leurs affects politiques et les sous-jacents socio-économiques qui peuvent expliquer ce mouvement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'en discuter en compagnie de nos 2 invités. Alma Dufour, bonjour. Vous êtes militante de longue date à gauche. Vous siégez à l'Assemblée nationale en tant que députée France Insoumise de la 4e circonscription de Seine-Maritime depuis 2022. Vous avez été réélue face au RN après la dissolution de juin 2024. Vous avez participé à de nombreuses actions militantes avant votre élection, notamment contre l'implantation de méga-entrepôts Amazon en Seine-Maritime qui menaçaient de nombreux emplois locaux. Vincent Jarousseau, bonjour. Vous êtes photojournaliste et documentariste. Vous travaillez sur la compréhension de l'adhésion aux idées véhiculées par l'extrême droite depuis 2015. Vous publiez très prochainement dans les âmes et dans les urnes, 10 ans à la rencontre de la France qui vote Rassemblement National aux éditions Les Arènes, véritable récit itinérant au sein de 3 localités conquises par le RN, Hayange, Beaucaire et Denain, en brossant le portrait de Français qui y ont une vie précaire et qui progressivement peuvent se laisser tenter par le vote d'extrême droite en contextualisant tous les événements politiques contemporains qui vont accompagner ce mouvement. Nous recommandons vivement votre ouvrage à tous nos auditeurs en ce qu'il donne des clés sur ce qu'est véritablement le vote Rassemblement National. Avant de commencer cet entretien, nous vous rappelons que Le Vent se lève est un média entièrement bénévole, mais dont l'activité nécessite d'importants moyens. Nous avons lancé une campagne de financement participatif. Si vous appréciez notre travail, si vous souhaitez que nous puissions pérenniser ces entretiens croisés, vous pouvez nous faire un don mensuel via le lien indiqué en description de la vidéo. Commençons par un point d'actualité. À l'heure où cet entretien est réalisé, les médias nationaux viennent d'annoncer la mort de Jean-Marie Le Pen. Il est possible que sa mort puisse faire oublier l'origine idéologique du Rassemblement National, antigaullisme, création par d'anciens Waffen-SS, militants terroristes de l'OAS et colonialistes de l'Algérie française. Que suscite aujourd'hui l'image de Jean-Marie Le Pen auprès des gens que vous rencontrez au cours de vos déplacements
et au sein de votre circonscription? S'agit-il toujours dans l'imaginaire collectif de la phase sombre et anti-républicaine de la France post-Seconde Guerre mondiale, ou est-ce devenu une figure un peu plus consensuelle? Jean-Marie Le Pen était déjà un vieux monsieur depuis un certain nombre d'années. Il s'est fait exclure, comme on le sait, du Front National en 2015, ce qui a, je dirais, ouvert, disons, et fait avancer une étape supplémentaire dans la dédiabolisation voulue par Marine Le Pen. Mais pour revenir à l'électorat, c'est vrai que au cours des 10 années où j'ai pu rencontrer une large part de cet électorat du Rassemblement national, la personne de Jean-Marie Le Pen s'effaçait progressivement. Il pouvait être présent éventuellement dans les conversations, notamment auprès des électeurs les plus âgés, et souvent en des termes comparatifs par rapport à la personne de Marine Le Pen. C'est-à-dire que la phrase qui revenait systématiquement, c'était ah bah vous comprenez, la fille c'est pas le père. Sous-entendu, la fille n'a pas tous les travers du père. Moi, c'est vraiment quelque chose qui ressortait. Maintenant, pour les jeunes générations, j'ai pas l'impression que Jean-Marie Le Pen ce soit une personne qui imprime beaucoup. Il est quand même mort à 96 ans. Il a quitté la vie politique active, on va dire, il y a maintenant près de 10 ans. Bon, j'ai pu rencontrer une jeune partisane de Jean-Marie Le Pen à Hayange, Tonia, dont je parle dans le livre, qui d'ailleurs au moment de l'exclusion de Jean-Marie Le Pen quitte le Front National pour se rapprocher justement des comités Jeanne. Puis d'ailleurs en 2022 ce sera un soutien d'Éric Zemmour, mais disons que Tonia constitue une exception dans ce paysage. Oui, tout à fait. Moi, je partage. Je pense que dans ma circonscription, il y a un vote RN qui progresse depuis quand même quelques années, mais c'est pas originellement, c'est pas un territoire où ça a commencé, on va dire. Et donc, j'observe que personne m'a jamais parlé de Jean-Marie Le Pen. Et en porte-à-porte, personne. Et j'observe aussi que les électeurs du Rassemblement national ont une conscience très, très floue, voire pas conscience du tout de l'histoire du parti Rassemblement national, Front National. Globalement, déjà, il y a un sentiment que j'observe beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a peu de conscience de l'histoire en général, l'histoire des idées politiques, des affrontements politiques, et ça, j'y reviendrai après, parce que je pense que c'est un ressort très très fort aussi dans le vote Rassemblement national, et en plus donc du passé du RN, mais aussi de son présent, parce que évidemment, et là, ce qui m'a frappé dans l'hommage, enfin oui, parce qu'il y a eu des hommages rendus à Jean-Marie Le Pen, même de la part du Premier ministre, enfin qui appelait des polémiques, les sorties de Jean-Marie Le Pen sur l'antisémitisme, sur les chambres à gaz, bon, sans refaire toute son histoire, mais même on parle même pas que de propos, on parle aussi de quelqu'un qui est accusé d'avoir torturé des gens. Enfin voilà, on parle quand même d'un rapport à la violence qui est très présent, mais qui est transformé en polémique, et ça a été l'occasion de se rendre compte que effectivement les médias ne relaient pas du tout le présent du parti dans toute sa dimension violente. Et là, on a des scandales en fait qui ne sont des scandales que dans la presse écrite, mais dont la télé ne parle pas. C'est qu'on retrouve des élus assez importants, que ce soit des députés ou des cadres, dans des groupes Facebook, Internet, où on appelle au meurtre de citoyens français. On appelle même à l'assassinat du président de la République. Et les médias n'en parlent pas. Enfin, les médias télé. Quand je dis les médias, je parle de la télé. Et au point où quand je raconte à des gens sur le terrain ce que certains candidats du Rassemblement national ont fait, par exemple, comme superviser les négociations entre Lafarge et Daesh, comme prendre en otage des gens dans une mairie, enfin voilà, des choses très très concrètes et récentes, ils ne me croient pas. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est qu'ils ne croient pas, ils ont l'impression qu'on leur ment, que c'est une stratégie pour les démobiliser, et on a du coup il n'y a pas aujourd'hui. Pour moi, les électeurs du Rassemblement national que je croise, en tout cas, n'assument pas du tout et ne font pas l'histoire du Rassemblement national, du Front national et la figure de Jean-Marie Le Pen. Mais pour revenir à l'histoire, je pense que le principal héritage de Jean-Marie Le Pen dans le Rassemblement national de Marine Le Pen, et on le voit au travers leurs élus locaux, notamment, c'est plutôt
on a beaucoup évidemment parlé de son discours négationniste, antisémite sur la Shoah, qui a été un os à ronger d'une certaine manière, qui est une réalité, hein, qu'il faut absolument pas nier, mais je trouve que il y a quand même édité des disques nazis, quoi. Enfin, on est complètement d'accord, mais je parle là pour le coup véritablement de l'héritage et ce qui reste malgré tout dans une partie de la mémoire collective des Français, parce qu'on a une histoire extrêmement mêlée qui résonne par rapport à une actualité encore présente, c'est évidemment la question coloniale et tout particulièrement la question de l'Algérie française et de la fin de l'Algérie française, qui est quand même le marqueur et qui marque d'ailleurs la rupture d'un Jean-Marie Le Pen avec le gaullisme. On le voit dans les mairies gérées par le Front National, enfin dès 2014, où la question de la célébration, par exemple, du 19 mars 1962, donc qui marque la fin de la guerre d'Algérie et les accords d'Évian, hein, c'est la date qui était officiellement reconnue, faisait polémique, hein, puisque les partisans de l'Algérie française auraient souhaité une autre date. Bon, donc on voit que c'est quand même, et évidemment en creux derrière, c'est la question des Algériens en France, quelque part aussi de l'immigration, qui quelque part est un élément qui parle aux électeurs. Donc je pense que le principal héritage de Jean-Marie Le Pen, c'est peut-être inconsciemment encore celui-ci, plus que les questions liées à la Seconde Guerre mondiale, où là, effectivement, il y a une forme de déculturation. Je pense que moi, parmi les électeurs du RN que je rencontre, globalement, tout le monde considère que la question de il n'y a pas de débat sur la question de la Shoah. Moi, j'ai rarement, j'ai rarement vu quelqu'un défendre le Troisième Reich, par exemple, ou Pétain parmi les électeurs. Vincent Jarousseau, à la lecture de votre livre, ce qui nous frappe immédiatement, c'est la promptitude avec laquelle les Français que vous rencontrez mettent immédiatement en avant le fait qu'ils travaillent. On sent que la question du travail est vraiment au centre de leurs préoccupations, que le fait de travailler constitue une forme de crédibilité sociale dans des territoires pourtant économiquement sinistrés. On sent d'ailleurs que c'est comme un moteur dans la dynamique d'adhésion au Rassemblement national. De ce point de vue, qu'est-ce qu'ils attendent du Rassemblement national selon vous ? Alors, je vais peut-être pas répondre tout de suite à la dernière question, mais revenir un petit peu en arrière. C'est vrai que quand on regarde la géographie électorale du Front National puis du Rassemblement national, il faut remonter au-delà évidemment de 2014, année pendant laquelle je commence ce travail d'enquête. Moi, il y a plusieurs faits qui m'ont poussé à aller vers cet électorat. Ça a été évidemment les résultats des deux référendums, aussi bien celui de Maastricht et celui sur le traité constitutionnel européen en 2005, où on voit déjà un rejet assez fort des traités européens à l'époque, voire majoritaire, dans ces terres qui plutôt étaient des terres ouvrières, des bassins industriels, qui votaient traditionnellement communistes ou socialistes, et qui, à l'époque, donc aussi bien en 1992 et de manière accentuée en 2005, votent très majoritairement contre ces traités. En suivant de ce point de vue les positions, notamment du Front National, même si évidemment il y avait des partis de gauche ou des dirigeants à gauche qui s'étaient opposés à ces traités. Mais quelque part, il y a une bascule qui s'opère dans le courant des années 90, dans la géographie électorale où le Front National s'inscrit comme un parti populaire, ouvrier, où progressivement il devient presque majoritaire, voire totalement majoritaire aujourd'hui dans ces catégories de population. Ce phénomène, il est à mettre en rapport aussi avec l'évolution de la structure économique et sociale dans notre pays. C'est qu'on est passé en l'espace d'une cinquantaine d'années à une économie de production manufacturière et agricole, à une économie de services financière, où finalement on se retrouve avec une industrie, même comparée à certains de nos voisins européens, extrêmement affaiblie. On est le pays le plus désindustrialisé. On est le pays le plus industrialisé. On est un pays où, parallèlement, depuis les années 80, et tant mieux, il y a une massification de l'enseignement supérieur, où on a voulu amener 80% d'une classe d'âge au bac, mais où, d'une certaine manière, on a aussi hiérarchisé la question à la fois des diplômes et du travail.
Et quand je parle de hiérarchie, c'est évidemment la question de la reconnaissance salariale et des questions de reconnaissance symbolique. Par travail, quand on parle avec ces électeurs qui ont de manière majoritaire un niveau de diplôme dans l'enseignement supérieur relativement inférieur à la moyenne nationale, et donc des salaires qui sont généralement un peu plus bas aussi, évidemment, on entend travail de la main, travail manuel, c'est vraiment une question de la reconnaissance symbolique de ce travail. Et quelque part, il y a le fait il y a un sentiment d'une certaine manière de déclassement par rapport à ces métiers, par rapport à ce travail, par rapport au fait que on a abandonné d'une certaine manière des pans entiers à la fois de notre activité. Donc ça participe, je dirais, d'un sentiment de déclassement personnel, mais aussi de déclassement du pays. Et c'est un sentiment extrêmement fort qui se traduit par rapport au regard sur le travail. Et cette idée selon laquelle, pour être digne, on doit vivre de son travail et pas des subsides sociaux. C'est quelque chose qui s'est instauré très progressivement, évidemment. Il y a aussi une dimension de distinction, hein, c'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement marquant ces dernières années. On est sorti quelque part d'une forme de commun dans nos sociétés de manière générale, avec l'avènement de l'individualisme et d'une forme d'individualisation des rapports sociaux. Et quelque part, on se distingue toujours par rapport à son voisin. Et cette distinction, quand je dis le voisin, c'est évidemment symbolique, hein, et cette distinction, c'est notamment celle du travail. C'est-à-dire qu'on va se distinguer par rapport à cela, et ça peut prendre des formes évidemment différentes. Oui, si je peux... je suis d'accord sur la dimension... on va dire quasi spirituelle, en tout cas de la question de valeur, la question de dignité, la question qui dépasse la question matérielle pure et dure. Mais faut pas oublier, il y a vraiment des choses, moi je l'observe effectivement, cette question du rapport au travail et de la critique de l'assistanat, de la critique de l'assisté, qui est souvent le voisin d'ailleurs, hein, dans la même barre d'immeuble. J'ai souvent même assisté à des disputes entre voisins pendant qu'on faisait des porte-à-porte, et ce, quelle que soit l'origine du voisin, hein, c'est vraiment, ça va au-delà de ça. Sur moi, je bosse et la personne à côté, elle bosse pas. Et en fait, à la fin du mois, on a la même chose sur notre compte en banque. Alors, il y a aussi des exagérations réelles par rapport au niveau d'aide qu'une personne au RSA peut toucher, etc. Néanmoins, et c'est vrai, et là, c'est tout à fait matériel. Les seuils des aides étant calculés quand même très justes, et on le voit aussi par exemple sur les aides à l'achat des véhicules, etc. Par exemple, la prime à la conversion qui a sauté récemment. Pour une personne célibataire au SMIC, si vous gagnez 20 € au-dessus du SMIC, vous avez quasiment plus le droit à rien, quoi. Donc il y a aussi tout un effet de seuil des aides sociales qui fait qu'il est vrai que dans certaines situations seulement, mais dans certaines situations, il est tout aussi intéressant de ne pas travailler que de travailler. Et ça, c'est pas la faute. Et donc, c'est là où on doit inverser le rapport, la discussion. C'est-à-dire que c'est pas la faute de la personne qui, à un moment de sa vie, n'a pas trouvé de travail et se retrouve au RSA. C'est la faute des minima, c'est la faute des niveaux de salaire. Mais il est vrai qu'ils décrivent quelque chose qui est tout à fait juste, c'est que le travail en France ne paie plus. Et donc, moi, j'ai rencontré des intérimaires, par exemple, qui a arrêté de bosser quand l'essence est passée à 2 € le litre, mais parce que très concrètement, ils se retrouvaient avec un plein, 300 € de plein par mois, et ils me montraient que par A plus B, ils étaient mieux avec la prime d'activité que d'aller bosser. Et ça, en fait, le problème, c'est que les gens qui travaillent dans ces secteurs difficiles, il y a un côté d'injustice aussi, juste même pas que de valeur travail, mais c'est-à-dire que vous vous cassez le dos pendant 40 heures, 50 heures par semaine dans la logistique, dans l'agroalimentaire, dans les usines, vous faites les 3-8, et puis vous avez l'impression que votre voisin, il subit pas ces violences sur son corps aussi. Enfin, ce que c'est aussi de se réveiller à 3 heures du matin pour aller bosser à l'usine, c'est quelque chose, faut le vivre dans sa vie, quoi. C'est dur, c'est violent sur les corps. Donc il y a vraiment quelque chose de très matériel aussi. Sauf que ce que j'observe, c'est que effectivement, il y a une croyance que les choses ne peuvent pas changer et que l'augmentation de la rémunération ne peut pas arriver. Et ça, c'est parce que vraiment, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai fait la première campagne en 2022. Je voulais faire campagne sur l'augmentation des salaires, mais en fait, je voyais que les gens n'y croyaient pas. C'est pas qu'ils avaient pas envie,
mais c'est qu'ils n'y croyaient pas. Et on l'a revu en 2024, où j'ai vu quand même beaucoup circuler le truc sur le SMIC. Et il y a même des fake news qui ont circulé sur notre programme en disant « Ah ouais, mais regardez, ils vous arnaquent parce que si on vous augmente le SMIC de 200 €, vous payerez plus d'impôts. » Avec une méconnaissance totale du système d'impôt par tranche. Et il y avait vraiment dans les réseaux d'extrême droite et sur Internet beaucoup de fausses informations sur le programme du NFP qui disaient en gros vous perdrez même de l'argent. Tellement en fait c'est pas possible en gros d'augmenter les salaires. Et pour finir, la seule mesure qui parlait aux gens de façon inconditionnelle, c'était le blocage des prix de l'essence. Parce que là, comme l'essence avait été moins chère auparavant, pas si longtemps avant, comme il y avait eu une envolée, une flambée concentrée dans le temps, c'était quelque chose que ce soit via les taxes ou via le blocage des prix. Donc nous, on expliquait que c'était plus une histoire de blocage des prix que de taxes, mais les gens arrivaient à le concevoir. Et ils arrivaient à concevoir un impact immédiat sur leur vie, quoi. Alors, c'est ce que j'en parle dans le livre, en effet. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord. Et je compare d'ailleurs Marine Le Pen dans son programme à la candidate Michèle-Édouard Leclerc. C'est-à-dire les prix les plus bas. Et ça raconte quand même quelque chose aussi. C'est que le RN de Marine Le Pen a compris un aspect extrêmement important, c'est une forme de dépolitisation, quelque part des Français d'une manière générale, et dans son discours a dépolitisé les questions économiques et sociales, pour au contraire investir le champ identitaire, mais je dirais de manière différente. Mais pour revenir à l'économique et le social, c'est vrai que on ne croit plus aux augmentations de salaire, on ne croit plus quelque part aux conquêtes collectives, parce que effectivement, on est dans une société qui s'est complètement parcellisée, où il n'y a plus de corps intermédiaires, on a détruit les corps intermédiaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de syndicats, voilà, qu'il n'y a plus de manifs massives, mais et c'est ce que j'allais dire, on a effectivement des syndicats qui subissent un certain nombre d'échecs, et quelque part, quand je rencontre ces électeurs qui parlent du travail, quand ils parlent de conquête, on parle de conquête individuelle, c'est-à-dire que je vais m'en sortir tout seul à la force du poignet par le travail. Alors ça, c'est très présent chez les jeunes qui n'ont pas forcément vécu aussi la dureté du travail au travers des années. Quand on vieillit, c'est un peu différent. Et parfois, ce discours peut être ambivalent. Moi, je vois Mickaël, qui est routier, qui est un électeur du RN de longue date, que j'ai suivi. J'ai passé des nuits entières avec lui dans son camion. Par exemple, il est issu d'une fratrie où tous ses frères et sœurs ne travaillent pas. La plupart de ses frères et sœurs sont au RSA, et lui bosse. Il met en avant, il dit, moi, j'ai une voiture, j'ai ma maison, j'ai mon travail, mais sa femme était à domicile, il dit, quelque part, si mes frangins en sont là, c'est de leur faute, et quelque part, s'ils sont contents comme ça, tant mieux pour eux, et voilà, c'est comme ça. Et puis, 2 ans plus tard, il y avait un problème, il devait passer des tests médicaux, et il se dit, voilà, moi, là, on parlait de la retraite à 64 ans. Il dit, moi, je sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout, et quelque part, il dit, voilà, je me mettrai au RSA, quoi. Donc, quelque part, il y a aussi une certaine ambivalence. On a conscience que ça peut être un peu plus compliqué que ça. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe quand même, c'est que tu parlais de dépolitisation, et je suis assez d'accord, mais je pense qu'il faut faire une distinction entre... Quand on dit dépolitisation, ça peut vouloir dire pas avoir du tout conscience du fonctionnement du monde. Et après, il y a la deuxième étape, c'est comment on change les choses et quelle est l'histoire des changements politiques. Tu parlais des questions économiques et sociales. Voilà, mais non, c'était pas du tout une critique, parce que même moi, je me suis fait cette réflexion. En fait, les gens qui votent Rassemblement National, ils ont pas moins conscience que les gens qui votent à gauche, en tout cas des échanges que j'ai avec eux, du fonctionnement économique et social. C'est-à-dire que quand tu creuses, ils te disent, mais bien sûr que c'est les multinationales qui s'en mettent plein les poches. Et quand tu creuses, voilà, j'ai rencontré une dame qui était caissière à Hyper U, et en fait, elle me dit, moi, je vote Rassemblement National, nanana, bon, on discute un petit peu. Et elle me dit, mais s'il y avait l'impôt sur la fortune dans votre programme, je voterais pour vous. Alors j'étais quand même, vous moquez vous moquez du monde. Et en fait, on voit que les électeurs du Rassemblement National, par exemple, soutiennent à fond l'impôt sur la fortune. D'ailleurs, que Bardella a jeté avec l'eau du bain dans le cadre du budget là qu'on a négocié, et que le RN a rejeté, qui était un budget de justice sociale qui comportait beaucoup d'éléments que les électeurs du Rassemblement National soutiennent. Donc en fait, ils ont bien conscience que au-delà de l'assisté, au-delà de l'immigré, etc., le rapport de force économique,
Ils le connaissent. Et je dis ça parce que moi, par exemple, dans ma circonscription, c'est un bassin industriel. On a encore la chance d'avoir des usines. Et on parlait des syndicats. Les syndicats existent toujours, mais il y a aussi les enfants de personnes qui votaient à gauche toute leur vie, qui se sont battus toute leur vie dans des usines qui sont encore debout, mais qui ont mené des luttes exemplaires et qui n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, il y a eu les délocalisations, il y a eu les fermetures, il y a eu la mort silencieuse avec la suppression progressive des effectifs, etc. Donc, en fait, ils ont une expérience très matérielle d'un arrêt des progrès sociaux. Et donc, du coup, c'est effectivement ce truc de dépolitisation parce qu'ils ne croient pas qu'on puisse changer les choses. Mais c'est important parce que je pense que nous, aussi à gauche, et là, en général, il faut peut-être arrêter de passer de l'état juste du constat des inégalités. Enfin, c'est important de les rappeler, mais en fait, les gens en ont quand même assez conscience. Et parler de repolitiser dans le sens rappeler l'histoire, rappeler que les changements sont possibles et que c'est par l'histoire des mouvements collectifs du peuple qui s'unit, qui se bat, qu'on arrive à faire changer les choses. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut avancer parce que, juste pour finir, l'individualisation est un produit culturel du capitalisme, en fait. C'est-à-dire que c'est un état, tout est fait pour que les gens se sentent comme ça, au-delà même de la fermeture matérielle des usines, de la disparition progressive des syndicats. C'est même dans ce qu'on nous abreuve à la télé, dans les pubs, dans tout, en fait. On est fait pour être décollectivisé. Il y a plus de collectif et donc c'est quelque chose qu'il faut combattre de façon très volontaire. Peut-être. Allez-y. Non, mais voilà, mais moi, je suis allé à Hayange, où j'ai travaillé longtemps. Et quand j'arrive à Hayange en 2014, c'est un an après la fermeture des hauts fourneaux et quelque part la trahison, quelque part qui a été faite par la gauche, en l'occurrence, puisqu'il y avait la promesse de François Hollande qui s'était présenté à l'élection présidentielle à Hayange, enfin à Florange, sur le site d'ArcelorMittal. Pour dire que jamais, s'il était élu, les hauts fourneaux fermeraient. Enfin, en gros, que l'État serait là. Évidemment, il y a une association quelque part de la gauche, alors à la fois la notion de trahison et d'échec surtout. Moi, c'était très prégnant aussi à Denain, quelque part. Les syndicats, la gauche est associée à une vieille idée de ces usines qui ont fermé, de cette activité qui a disparu. Et c'est la vérité. Et c'est pas qu'une association. Et c'est vrai que c'est une réalité. Chez nous, il y a plein de gens qui me disaient avant j'ai voté à gauche toute ma vie, maintenant je vote Rassemblement National. On n'a jamais essayé. On n'a jamais essayé n'est pas quelque chose parce que souvent les gens disent ouais c'est vrai on n'a jamais essayé de boire de la javel et pourtant non mais en fait c'est comme moi je suis en partie argentine et si Milei qui lui porte des capes de super-héros et se balade sur scène avec des tronçonneuses donc n'a rien à voir avec l'image rassurante d'une Marine Le Pen mais si Milei a gagné c'est pas parce que les Argentins sont complètement allumés du bulbe en fait c'est juste parce qu'ils ont tout essayé justement ils ont essayé des alternances politico-économiques assez radicales dans tous les modèles qui n'ont rien produit et donc cette question du on a tout essayé, elle est assez véridique, c'est-à-dire que la gauche qui a été au pouvoir, et c'est là où la France Insoumise se dissocie du bilan du Parti Socialiste, mais c'est marrant parce que pour les électeurs modérés, justement la France Insoumise est différente du Parti Socialiste et moins bien et anti-républicaine et fait peur, etc. Pour les électeurs du RN, on est tous la gauche, c'est tous les mêmes en fait. En gros que c'est la gauche, la grande gauche, et ils nous disent bon bah voilà moi je votais à gauche et je vote plus à gauche parce que j'ai été déçu quoi, parce que j'ai vu ce que ça donnait et on a du mal à leur faire croire que c'est pas que des mots et que en fait il y a vraiment et que s'il y a que ça qui marchera sur le long terme et c'est là où c'est très très difficile de repolitiser les gens dans ce sens-là. Finalement, on a l'impression que ce que les sympathisants du Rassemblement national expriment avant tout, quelle que soit la typologie du territoire où ils se trouvent d'ailleurs, donc territoire désindustrialisé, agricole ou périurbain, ce serait la recherche de respectabilité avec cette mise en avant de leur activité de travailleur et la volonté de s'en sortir d'abord par la rémunération de son travail en tant que stratégie émancipatrice individuelle, compte tenu notamment de ce sentiment de trahison de la gauche. Qu'est-ce qui fait que cette quête de dignité chez les classes populaires aboutit à un vote Rassemblement national ? C'est une question effectivement c'est la question, je dirais. Enfin, moi, je vais rebondir encore sur ce que vous avez dit avant sur cette quête quelque part de respectabilité et par un chemin finalement très individuel.
Ce qui s'est aussi accéléré au cours des 15 dernières années, on en parle un petit peu dans le livre, c'est aussi l'avènement, enfin c'est la place des réseaux sociaux, qui fait que chacun est finalement son propre auto-entrepreneur. On développe y compris les socialisations par ce biais. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, hein, pour se rassembler, pour créer des moments même de convivialité. Mais je voudrais insister sur cette notion d'individualisme parce que cette individualisation des rapports sociaux, on la vit à tous les niveaux et dans toutes les couches de la société. Pour des catégories supérieures, pour des personnes qui ont fait des études supérieures dans les villes, quelque part, on s'affranchit parfaitement bien de cette individualisation des rapports sociaux. On vit très bien avec parce que quelque part, on a été armé finalement pour évoluer d'une certaine manière dans ce monde-là. Ce que je veux dire par là, c'est que on a des outils qui permettent aussi de prendre de la distance par rapport à ça. Et puis on a un capital économique qui permet aussi de s'en affranchir plus facilement. Par exemple, pour les gardes d'enfants, enfin pour des choses basiques, si on n'a plus de structure collective, on peut facilement faire appel, quand on a de l'argent, à une nounou. Quand on est mère célibataire, par exemple, et que l'on gagne le SMIC, on peut pas faire appel à une nounou si on peut pas compter sur une structure collective. C'était ça mon propos. Et ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que l'individualisation des rapports sociaux dans les classes populaires, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de vivre avec. Et quelque part, on doit s'organiser et faire avec. Donc c'est pour ça que je parle dans le livre d'individualisme social, où on va finalement se structurer autour de, enfin, je dirais de manière différente, pas autour des associations, pas autour des syndicats, mais dans des formes d'auto-organisation. Et ça, c'est vrai que ça affaiblit quelque part le camp. Enfin, je dirais, j'aime pas parler de camp, mais toutes ces corps intermédiaires qui structuraient nos sociétés, y compris dans les villes. Enfin, je veux dire, la place des centres sociaux, des structures des MJC, qui quelque part organisaient les gens, ou les gens s'auto-organisaient aussi dans ces cadres-là, aujourd'hui sont extrêmement affaiblis et permettent évidemment à un parti comme le Rassemblement national de progresser. Ouais, et non, mais c'est vrai, et peut-être aussi, là, pour revenir sur la question plus psychologique des valeurs, en fait, le système, justement, le système individualiste, capitaliste, est aussi au-delà de, voilà, enfin, est aussi une grande souffrance, puisqu'il y a plus d'horizon, justement, ni collectif, ni d'espoir. On vous dit, c'est ça le système dans lequel on vit, l'argent est roi, c'est la jungle, il faut s'en sortir avec le travail, etc. Mais en fait, quand on rate cette marche, et qu'on n'a pas de croyance en quelque chose d'autre, de mystique, quelle qu'elle soit politique ou même religieuse, hein, et d'ailleurs, j'y reviendrai parce que j'ai vu des grandes différences entre des gens qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas, dans le renfermement sur soi et dans le fait que c'est très douloureux et que du coup, on se sent très vite, effectivement, sans valeur, humilié. Le système vous renvoie que vous n'avez pas de valeur, même en tant que travailleur, et donc du coup, vous vous battez pour continuer à avoir une valeur. Et c'est peut-être là, effectivement, là aussi, quelque chose que le Rassemblement national arrive à incarner, c'est en définissant en gros le français contre l'immigré, le français blanc en gros et son identité contre les personnes racisées. Il renarcissise aussi dans un endroit où le capitalisme fait d'énormes ravages, et peut-être que la gauche s'accroche à la valeur collective, à la valeur travail, mais comme elle disparaît de plus en plus, les usines ferment, etc. Et c'est vrai que le logiciel qu'on utilise et qui est pourtant je pense le bon, puisqu'il n'y a pas de salut pour moi sans le combat collectif, et la lutte est une valeur aussi, on essaye de le porter, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que le Rassemblement national arrive à faire, et que nous, il faut peut-être qu'on sorte d'un discours un peu trop, par moments, victimaire, où en fait, il faut qu'on rappelle à quel point les gens qui tiennent, les Françaises et les Français, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur travail, mais sont tout en fait, et sont leur propre sujet. Parce que c'est vrai que, je finirai juste là-dessus de mon expérience, je fais beaucoup de porte-à-porte, beaucoup, et je vois beaucoup de gens qui sont, je vais le dire, très malheureux.
très abîmés par la vie. Et sans faire de philosophie de comptoir, il y a souvent un lien entre l'isolement ressenti et un manque de perspective morale et mentale et le vote Rassemblement national aussi. Et c'est aussi, tu parlais une société de services auxquelles on n'a pas accès, mais il y a aussi la question juste par exemple, de la psychanalyse. Enfin, c'est des choses dont on ne parle pas dans nos milieux, là où on vit, qui sont même inaccessibles financièrement. Mais en fait, on voit qu'il y a un mélange entre les traumas économiques et les traumas familiaux, psychologiques qui est très très fort et auquel effectivement voilà, on a des gens qui se retrouvent seuls face au capitalisme et qui doivent trouver une valeur dans ce qu'ils font, un sentiment au moins d'avoir de la valeur, de pas se lever le matin pour rien, de tenir mentalement en fait. Et il y a des gens pour qui c'est la religion. Il y a des gens qui n'ont pas forcément ça et il y a des gens, et ceux qui n'ont pas forcément ça peuvent retrouver aussi oui, dans la valeur travail, dans la valeur de se débrouiller, quelque chose qui les tient, au moins. Parce qu'ils ont besoin de tenir. Parce qu'on a tous besoin de tenir et d'avoir une identité pour tenir et pour affronter le monde, en fait, qui est dur, quoi. Et c'est ça, sans doute, que la gauche doit réussir à apporter plus, en fait. Oui, alors la solitude, alors c'est vrai qu'aussi c'est intéressant de voir comment les socialisations se font. Moi, c'est ce que j'ai voulu observer dans le livre, parce que, alors c'est pas du porte-à-porte, mais les personnes que j'ai suivies, j'ai passé du temps avec elles, y compris dans leur cadre de travail, dans leur cadre intime surtout. Hein. C'est vraiment chez les gens qu'on voit les choses. Moi, j'étais très marqué chez certaines familles de constater, par exemple, que les enfants, quand on grattait un petit peu, quand on discutait avec les gens, certaines familles avaient honte, enfin n'organisaient pas les anniversaires de leurs enfants avec les copains et les copines, parce que c'était même pas envisageable d'ouvrir la maison à des gens extérieurs. Les seules personnes extérieures que l'on voyait, c'était les cousins, les cousines, c'était la famille. Alors sur des cercles familiaux où tout le monde habite plus ou moins, les socialisations commencent vraiment dans les familles. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui revient dans les propos des jeunes, hein, de Tanguy, d'Alan, à Denain par exemple, les enfants de Mickaël et Guillaume, son cousin. On parlait des fêtes, hein, quand ils faisaient des fêtes. Oui, les fêtes, moi j'ai assisté, j'ai participé à certains anniversaires par exemple. Les fêtes, ça se faisait en famille d'abord. On invitait d'abord les cousins, les cousines, les copains, des copines, les pièces rapportées, comme on dit. Quelques amis très très proches, mais de manière extrêmement limitée. Et on n'allait pas au-delà parce qu'on voulait pas, quelque part, s'exposer à des problèmes. Parce que, quelque part, le monde extérieur est perçu comme un problème en tant que tel. Et moi, d'ailleurs, j'étais un monde extérieur. Bon, j'essayais au maximum de m'en rapprocher. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des souffrances, mais qui ne s'expriment pas forcément au quotidien tout le temps non plus. Faut pas gager, mais c'est vrai que. Enfin, moi, quand même, je suis frappée. On le voit plus dans les villes, ça, je trouve, oui. en milieu, enfin, dans les grandes villes. Moi, c'est des villes périphériques, mais je suis quand même frappée de l'état. Mais ça l'état des gens, les gens le disent, quoi. Et ça se traduit, enfin, très clairement, je le voyais beaucoup à Denain, ça se traduit aussi par toutes sortes d'addictions, évidemment, mais qui sont multiples et variées. Hein. Ça va du sucre en passant par l'alcool et la drogue, etc. Voilà. Mais il y a un mot que vous avez prononcé qui est très important avant, qui est de renarcissiser un électorat. Moi, je parle dans le livre de blessures narcissiques, notamment de la classe ouvrière française. Alors là, pour le coup, je porte un discours victimaire, et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'un des rôles de la gauche, c'est de sortir de ce discours victimaire qui ne mène absolument à rien, et c'est la grande force justement d'un parti comme le Rassemblement national, d'avoir à sa manière, hein, attention, recréer un sentiment de fierté collective. Mais au détriment. Au détriment, évidemment, en excluant une autre partie de la population. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut rabaisser. C'est malheureusement pas. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est une fausse fierté collective, parce que c'est pas une fierté du collectif, ce que la société est capable d'accomplir contre les intérêts qui la menacent vraiment. C'est il faut rabaisser des gens et en faire des gens plus bactères pour. Par effet de poussée d'Archimède, qui est un minimum de renarcissation. C'est pas une renarcissation sur sa vraie puissance d'agir à soi,
C'est vraiment en rabaissant, en dénigrant, en stigmatisant d'autres gens qu'on se dit bon bah nous au moins on n'est pas les plus cassos de la bande. Mais c'est pour ça que moi à l'inverse de ce que vous avez pu dire dans certaines interviews, je crois pas que le RN soit un parti d'espoir, parce que vraiment en tout cas dans tous les électeurs que j'ai rencontrés, jamais ils n'ont pu me formuler exactement ce qu'ils allaient gagner en votant RN. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on dit souvent il faut pas voter contre, etc. Moi, jamais j'ai eu un électeur du Rassemblement national qui m'a dit je vais voter RN et comme ça j'obtiendrai ça. Bah oui, moi je l'ai entendu quand même plusieurs fois. Alors je dis pas que c'est le cas de tous les électeurs, mais oui, j'ai souvent vu des électeurs, des électrices notamment, porter ce vote comme un vote d'espoir. Voilà. Alors c'est pas, je dis pas que c'est tous les électeurs, loin de là. Mais c'est vrai que, notamment, alors dans le livre, hein, j'en parle puisqu'il y a beaucoup de jalons historiques, hein, puisqu'on a quand même, au cours de ces 10 dernières années, vécu quand même un certain nombre de crises. Hein, on a quasiment vécu 3 ou 4 crises insurrectionnelles dans le pays en l'espace de quelques années, puis un contexte international qui est ce que l'on sait aujourd'hui. Et c'est vrai que pour une partie de l'électorat, ce vote est perçu comme un vote d'espoir. Moi, je dis pas que c'est un vote d'espoir, mais je dis qu'il faut entendre que chez une partie de ces électeurs, c'est un vote d'espoir. Bah, moi, je veux bien l'entendre. J'ai aucun. Enfin, c'est vraiment pas un rejet idéologique, mais c'est vrai que moi, je l'ai pas vu se manifester. Je l'ai vraiment pas vu se manifester chez moi, chez nous. Je cherche encore des gens qui me disent ce que j'entends dans ce que j'entends chez ces électeurs, mais je rappelle que c'est vraiment pas tous les électeurs, je le confirme, hein, mais chez ces quelques électeurs qui me le disent, c'est que c'est vraiment le vote, c'est quelque part, oui, c'est le vote barrage, quoi, c'est le mur, quoi, quelque part. Quand je dis barrage, c'est pas le barrage. Par exemple, au moment de la présidentielle en 2022, j'ai une électrice qui m'a dit, voilà, moi j'ai fait barrage contre Emmanuel Macron. Voilà. Oui, mais ça, c'est un barrage, du coup. Oui, alors le tout sauf Macron. Il y a ce barrage-là. Le tout sauf Macron est une réalité qu'on voit. Et effectivement, le fait que pour beaucoup, le Rassemblement national soit devenu l'alternative à Macron, ça, je le sens. Mais en gros, rien ne peut être pire que Macron. Ceux qui peuvent gagner, c'est eux. Donc, prenons la porte, prenons la tangente. Mais sans... Non, ça, c'est pas, pour le coup, c'est pas un vote d'espoir. Mais je parle du barrage aussi, contre quelque part, par rapport au désordre du monde, quoi. Il y a cette idée, quand même. Mais sans savoir exactement ce qu'ils vont y gagner, sans attendre des choses, je pense que globalement... précises. Voilà, on va aborder la question, mais, les illusions sont quand même, la croyance d'une manière générale en la politique chez une immense majorité de nos concitoyens, elle est extrêmement faible de toute façon. Alors il y a quelque chose d'étonnant que vous avez déjà abordé rapidement d'ailleurs, c'est qu'on a l'impression qu'à l'exception de la période des échéances électorales, les Français parlent peu de politique, que c'est quasiment devenu un non-sujet. Cela ne fait-il pas finalement du vote Rassemblement national, qui se présente comme une évidence, un vote un petit peu fragile? Alors, je vais continuer parce que ça fait le lien avec ce que je disais avant. Oui, ça, vraiment, c'est ce que je constate depuis le départ quand on est avec les gens. Et moi, j'étais pas forcément là tout le temps pour leur parler de politique, puisque voilà, j'ai suivi, je vous dis, ces familles à Denain sur d'autres thématiques, mais qui étaient des thématiques périphériques, mais on n'abordait pas la question politique immédiatement. Elle ne venait pas sur le tapis si moi je la mettais pas à l'agenda. Enfin, les gens n'en parlaient pas. C'est pas ce qui constitue leur quotidien. On est assez loin de l'actualité. On s'informe vaguement. On regarde un peu plutôt les JT régionaux plus que les chaînes d'information continue. Après c'est pareil, ça dépend des gens, mais et puis on passe beaucoup par Facebook, qui est la plateforme par l'intermédiaire, par laquelle on s'informe souvent sur la base plutôt des actualités locales. C'est plutôt je dirais, il y a un intérêt pour cela. Et effectivement, c'est ce que je raconte dans le livre. Je pense que pas parler de solution, mais il y a quelque part une certaine fragilité dans le vote RN, parce que dans la mesure où c'est quand même un vote, pour moi, relativement dépolitisé, au moins sur les questions économiques et sociales.
et que ça repose finalement sur pas grand-chose. On en revient à ce que l'on disait avant sur la question oui, il y a une majorité de l'électorat qui vote RN, qui ne fonde pas forcément beaucoup d'espoir sur ses propres conditions de vie à venir si ce parti est élu. Très clairement, je suis d'accord avec cela. Et c'est vrai que voilà. Maintenant, la question, c'est que le jour où ils accèdent au pouvoir, qu'est-ce qui se passera derrière démocratiquement et comment voilà. Est-ce que, enfin, ce sera pas une alternance comme une autre. Je pense qu'on en a parfaitement conscience. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même une certaine fragilité. On le voit pas dans les villes. Hein. Dans les villes gérées, en l'occurrence, c'est un peu différent par le Rassemblement national. La quasi-totalité des maires ont été réélus triomphalement au premier tour, alors qu'ils étaient tous passés sur la base de triangulaire ou de quadrangulaire en 2014, avec des résultats en expansion un petit peu partout. Donc l'expérience locale n'a pas engendré de déception particulière. On a surtout des maires, et ça c'est intéressant de voir comment ils gèrent leur mairie, parce que ça peut donner une idée de ce qui va se passer plus tard. Mais en gros, on fait de l'hypercommunication, on surcommunique quelque part sur des toutes petites choses, on organise des fêtes locales, on est très présent sur le terrain, et globalement, on n'emmerde pas trop les gens dans leur vie courante, quoi. Il n'y a pas de gros projets structurants, et finalement, les gens s'en contentent, quoi. Peut-être pour rebondir là-dessus, donc je partage quand même le fait que globalement, oui, les gens s'intéressent peu à la politique. Ou c'est pas qu'ils s'intéressent peu à la politique, c'est plutôt qu'ils se sentent pas outillés pour s'intéresser à la politique. En fait, quand on creuse aussi, il y a plein d'enjeux de légitimité, de complexité, du monde d'élitisme aussi dans les représentations médiatiques qu'on diffuse, et donc du coup et de langage aussi. Et ça, par contre, je vous rejoins sur le fait que Marine Le Pen notamment a un langage très simple, et qu'une partie des élites de gauche ont complètement abandonné cette question du langage direct, brut. D'ailleurs, qu'on peut retrouver plus à la France insoumise aussi, enfin, c'est-à-dire des gens qui parlent un peu plus avec des mots, mais d'ailleurs qu'on nous attaque très très vite et très rapidement sur le manque de je sais pas, de sérieux ou de prestance bourgeoise qu'une partie de nos députés pourrait avoir parce qu'ils choisissent de s'exprimer de telle ou telle manière. Donc c'est intéressant de voir comment on nous impose quasiment un élitisme en fait qu'on aimerait quitter. Mais donc je suis d'accord avec ça sur le fait que les gens sont très éloignés de la politique, ce qui fait qu'effectivement il n'y a pas de raisonnement par programme. Donc je vous parlais de cette histoire de cette dame qui pensait qu'il n'y avait pas le retour à l'impôt sur la fortune dans le programme de la France Insoumise, ce qui est quand même assez assez drôle quand on y pense, vu qu'on a quand même multiplié les sorties sur les questions des inégalités entre riches et pauvres, enfin que c'est quand même notre angle principal en fait d'attaque de la question sociale. Et donc en fait c'est vrai qu'il y a des choses qui surnagent, et c'est plus des impressions que des vraies visions structurées du monde. Par contre, ce qui rend le vote RN fragile aussi effectivement, parce que là par exemple je donnerais un exemple. Depuis que le RN ne censure pas automatiquement Emmanuel Macron, ça, par contre, les gens en ont conscience, ils sont informés de ça, et ça passe très mal dans l'électorat populaire, en tout cas chez nous, du Rassemblement national. Quand on va en porte-à-porte, en fait, les gens ne se retrouvent plus justement dans l'opposition à Macron, et comprennent quand même, parce qu'encore une fois, ils sont pas bêtes, que si le macronisme tient encore, c'est aussi parce que le Rassemblement national lui faut son assurance vie pour le temps qu'il se prépare à la prochaine élection, puisqu'ils ne censurent pas à chaque fois, puisqu'ils acceptent d'être dans une posture négociatrice, etc. Et ça, en fait, auprès de l'électorat populaire, ça passe très très mal. Le fait qu'ils aient abandonné certaines mesures de leur programme, ça, je crois qu'il y a moins conscience de ça, c'est moins visible que la question de la censure, mais c'est un fait. Et donc je pense, et c'est mon espoir, hein, c'est que ça finisse par détacher une partie, de l'électorat populaire du vote Rassemblement national. Alors de là à ce qui vote à gauche, il y a encore des pas à faire, mais en tout cas, moi j'ai déjà des gens qui m'ont dit je vais m'abstenir la prochaine fois, parce que je me rends compte qu'en fait on m'a menti, que c'était une arnaque. En fait, ils sont pas si pressé que Macron s'en aille. Et du coup, je pense que nous, notre rôle, c'est d'appuyer constamment là-dessus et de montrer qu'en fait, le Rassemblement national, là, aujourd'hui, si la gauche ne gouverne pas et ne peut pas abroger la réforme des retraites, bloquer les factures d'électricité, augmenter les salaires, c'est parce que le Rassemblement national s'est opposé
à tout gouvernement de gauche, que la France Insoumise siège ou pas dans le gouvernement. Enfin, je veux dire, et ça, on le répète pas assez. Et c'est quelque chose, et je pourrais en reparler après, du rôle que les médias, les chaînes télé jouent aussi dans le narratif et dans la construction d'un narratif qui pousse le RN comme la seule alternative et qui disqualifie en permanence la gauche, mais qui ne va pas chercher le RN sur aucun des sujets, sur ce sujet-là. Mais alors, du coup, c'est quoi que vous préférez, la justice sociale ou les questions d'immigration? Enfin, à un moment donné, il faut que vous tranchiez, puisque vous êtes en position de trancher. Et puis, les questions, et ça, je l'avais dit tout à l'heure, des violences, du racisme, mais de la violence. Si on regarde bien, je suis désolé, mais si on regarde bien quand même et qu'on observe la manière dont le débat politique s'organise dans le pays, moi, je trouve que la question du débat sur les questions économiques et sociales a quelque part, de manière générale, un peu disparu dans le champ du débat politique. Je suis pas d'accord avec ça. Mais justement... Enfin, moi, je parle avec le recul de mes 5 ans. Voilà. Les questions stratégiques, mais je parle de vraies stratégies. Alors, on l'a un peu vu, évidemment, au moment du budget, quand même. Je vais pas dire que ça a complètement disparu, mais je trouve que la question d'une certaine rationalité, on va dire, mais c'est pour d'autres raisons, hein, parce que ça suppose aussi des développements assez longs, si vous voulez, ces questions économiques et sociales, quand on en débat à la télévision ou dans les journaux. Je trouve que c'est un champ qui est abordé de manière assez légère. On reste complètement coincé dans un espèce de débat politique de l'offre versus politique de la demande, alors qu'on n'en est plus là, quoi, en fait. Je veux dire, on a exactement les mêmes débats qu'il y a 10, 15, 20 ans. Or, aujourd'hui, je veux dire, la situation est très différente. On aurait abandonné... Enfin, on parlerait moins de la question économique et sociale, oui, notamment à la France Insoumise, etc. Je suis désolée, c'est matériellement faux. Et je vais vous le dire pourquoi. C'est l'impression que vous en avez, et ça, je ne nie pas l'impression, c'est la réalité. Mais pourquoi? Mais c'est parce que c'est pas nous qui organisons ce dont les gens parlent, ce dont les médias parlent. Et c'est pour ça que je vais vous raconter une anecdote. Parce que quel est le texte qu'on a mis en premier dans notre niche parlementaire il y a 3 semaines, dont on parle de l'abrogation de la réforme des retraites? Quel était le deuxième texte? C'est un texte sur lequel que je défendais, le blocage des factures d'électricité au moment où une personne sur 2 n'arrive plus à payer ses factures en France. Donc des choses très matérielles, hein, très sociales, très pouvoir d'achat, très exactement tout ce qu'on nous dit que la gauche devrait faire pour récupérer les classes populaires. Mais personne n'en a parlé. Pourquoi? Je vous donne, parce que moi je travaille sur l'électricité, qui est un sujet qui concerne absolument tout le monde, d'ailleurs patron de PME comme salarié, comme tout le monde, industrie qui est très concret. Pendant 2 ans, je demandais aux médias de faire des sujets, et je vous donnerai juste un exemple pour que vous compreniez bien. Je l'ai harcelé les programmateurs pour qu'ils fassent des sujets pour décrypter ce qui se passait avec le marché européen de l'électricité, les usines qui fermaient. Maintenant, on a les ministres qui nous disent « Oh mon Dieu, les plans sociaux, c'est à cause de la crise de l'énergie ». Pendant 2 ans, j'ai essayé d'obtenir un vrai traitement médiatique de fond, sérieux, qui dure pas juste un JT une fois tous les 6 mois. Et ben un jour, par exemple, BFM TV ne me répond pas pendant 4 jours et m'envoie un message à 17h en me disant la jeune fille voilée qui s'est fait virer d'un Geox à Avignon, est-ce que vous êtes là pour commenter? Non mais c'est très important, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est l'acteur dont on ne parle pas mais qui pourtant est un acteur qui a une influence sur la société majeure. Ce sont les groupes médiatiques qui ont un agenda. Et leur agenda, c'est typiquement de ne pas avoir des débats approfondis sur les questions économiques et sociales. Mais ça, alors là, on est complètement d'accord. Et vous avez, quand je parle de l'évolution du débat public, je n'incrimine personne. Ce que je veux dire par là, c'est que les outils médiatiques d'aujourd'hui, que sont les réseaux sociaux et les chaînes d'information continue, impose dans le débat public, d'une certaine manière, des faits divers, des choses assez, qui quelque part excluent ce type de débat sérieux sur les questions économiques et sociales. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on aborde la question de l'investissement dans ce pays. Et en Europe, par exemple, c'est central. On n'en parle jamais. Et ça, voilà. Et c'est vrai que c'est très difficile de le mettre à l'agenda. Bon, mais là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Parce que là, voilà, moi, je sais même pas si, voilà, les électeurs du RN attendent des débats économiques poussés sur la question de l'offre et de la demande, mais en tout cas,
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très binaire, quoi. C'est très binaire, mais parce qu'on veut, enfin voilà, parce que le format, comme là pour le coup, je vous rejoins, les émissions sont construites maintenant d'une manière où en fait c'est très difficile de faire plus de 2 phrases sans qu'on vous coupe la parole. Là, c'est pareil. J'essaie d'expliquer pourquoi le budget, même si on baissait les dépenses publiques, le déficit augmentait, enfin des choses comme ça. Et en fait, on vous laisse même pas finir un argumentaire niveau CP, sujet verbe complément. Enfin, c'est très très compliqué. Mais du coup, dans cette, juste pour finir sur la dépolitisation, donc c'est sûr qu'on peut pas en vouloir aux gens de se tenir, enfin, on progresse plus dans l'instruction et la compréhension du monde. Je veux dire, l'instruction au-delà de l'éducation nationale, je veux dire même du citoyen en tant que tel. Mais par contre, là où la politique a refait son entrée par éruption chez nous, par exemple, bah, c'est le fait que le vote RN a des implications concrètes. Parce que nous, pendant la campagne, il y a eu l'explosion des agressions racistes, par exemple, chez nous. Et là, pour le coup, d'un coup, les gens replongent dans la politique parce qu'il y a eu beaucoup d'agressions du quotidien, des voisins qui s'agressent. Un gamin de 10 ans qui m'a demandé s'il pouvait aller voter parce qu'il sortait de la mosquée, s'était fait traiter de sale arabe. Voilà, ça devenait quelque chose du quotidien, pas juste qu'on voit à la télé, vraiment quelque chose qui vient bouleverser le vivre ensemble et la vie sociale. Et c'est là où la politique a refait une entrée très brutale en fait dans la vie des gens. Et n'oublions pas quand même que l'élection de cet été a été l'élection où les gens, législative, où les gens se sont le plus mobilisés depuis les années 80. Donc il y a quelque chose de paradoxal, puisqu'en même temps les gens sont loin de la politique, mais d'un coup, parce que pour certaines personnes, c'est plus que des mots, c'est plus que des théories politiques auxquelles on croit pas vraiment, c'est ta vie quotidienne. Est-ce que tu vas te faire agresser quand tu vas chercher le pain? Et là, d'un coup, ça a fait une entrée, et il faut et je pense que nous, c'est notre rôle, c'est de rappeler à quel point la vie peut changer, peut basculer rapidement, et qu'évidemment, c'est politique. Alors justement, nous allions y venir. Dans votre livre, Vincent Jarousseau, vous relatez sans détour les propos ouvertement hostiles aux immigrés ou aux minorités raciales que vous avez entendus, qui sont perçus comme des assistés, entre guillemets, ou alors de jeunes gens perçus comme effrontés dans l'espace public, qui évoluent à la marge du reste de la population. Vous évoquez aussi la mise en place dans les villes conquises par le Rassemblement national des fameuses fêtes aux cochons, qui sont des fêtes populaires où les organisateurs cuisinent volontairement de la viande de porc pour tenir éloignées les populations qui n'en consommeraient pas, à savoir les personnes de confession musulmane. Le racisme est-il au cœur du vote Rassemblement national ? Alors le racisme est évidemment un marqueur extrêmement important du vote Rassemblement national. Maintenant, attention, je veux pas non plus en faire une généralisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut bien voir qu'on a un vote Rassemblement national extrêmement large dans les couches de la population, dans les catégories. Il y a ce que les gens disent, il y a ce que les gens vivent, il y a ce que les gens font. Et parfois, il faut faire le tri dans tout cela. Moi, je peux vous citer des exemples. Il y en a dans le livre et je vais pas tout dévoiler ici, mais par exemple l'exemple d'une aide à domicile qui est une électrice du Rassemblement national, qui va se remarier avec un Ivoirien qui fait venir de Côte d'Ivoire, enfin qu'elle fait venir, qui vient, voilà, parce qu'ils se rencontrent numériquement en fait. Elle va connaître des galères, y compris pour sa régularisation. Elle parle de l'expérience du racisme qu'elle fait elle-même quand elle est confrontée à cette situation avec son mari. Elle est confrontée au racisme des voisins qui du jour au lendemain ne lui disent plus bonjour, des commerçants, etc. Elle est dans un petit village. Je contextualise. Il n'y a pas un noir dans le village, il n'y a pas un arabe. Et pourtant, elle ne perçoit pas le Rassemblement national comme un parti raciste. Et elle n'est pas la seule. Ça, c'est aussi une réalité qu'il faut entendre, parce que je pense que, très clairement, ce parti ne serait pas au niveau qu'il est si tous les électeurs étaient des électeurs racistes. Et d'ailleurs, on l'a vu en 2022, au moment de la présidentielle, où Zemmour a porté cette question identitaire comme un étendard, à la différence d'une Marine Le Pen qui avait une posture quand même différente, dans la forme du moins, et à l'arrivée, c'est Marine Le Pen qui arrive avec quasiment 20 points d'avance sur Éric Zemmour, mais qui, en revanche, évidemment, permet à Marine Le Pen accélère encore son processus de normalisation, et
puis finalement, le vote Zemmour permet de rabattre un électorat plus bourgeois également sur le second tour pour Marine Le Pen. Et on le voit aujourd'hui. Mais bon, il n'en demeure pas moins, en effet, que chez un certain nombre d'électeurs du Rassemblement national, et là, il n'y a pas vraiment de géographie électorale. C'est vrai que moi, je l'ai un peu plus constaté dans le sud de la France, hein, dans le Gard notamment, où il y a un électorat pied noir, mais c'est pas la seule raison. Cette question, évidemment, identitaire est quand même vraiment importante. En creux, il y a cette notion de citadelle assiégée, ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais de barrage et quand je parlais de vote d'espoir, pour un certain nombre d'électeurs, l'espoir de l'arrivée de ce parti, quelque part, c'est de se protéger, de se prémunir contre les désordres du monde extérieur, et notamment du continent africain, pour parler très clairement des choses. Donc c'est quand même un moteur aujourd'hui incontournable. Ça fait partie de l'héritage de Jean-Marie Le Pen. C'est pour ça que Marine Le Pen, d'ailleurs, n'a pas besoin d'en faire plus que cela. Voilà, c'est une marque, d'une certaine manière, une marque déposée. Voilà, maintenant, vous avez aussi tout un électorat, un nouvel électorat plus jeune qui, paradoxalement, est peut-être plus tolérant qu'il y a un certain nombre d'années. Je renvoie aux travaux de Vincent Tiberge, notamment, sur la réalité de la société française. Moi, dans ces villes, à Hénin-Beaumont, à Hayange, à Beaucaire, à Denain, même à Fourmies, où on est vraiment dans un endroit assez enclavé, je constate qu'il y a quand même une société française qui est globalement tolérante sur les questions, y compris d'identité, de genre. Voilà, on est quand même dans une société globalement moins conservatrice, je trouve, qu'il y a 30 ans, très clairement. Mmh. Non, mais ça je le partage aussi. Pour être, vraiment pour être, ce que je décrivais sur les agressions racistes, c'est vrai. Et donc on a vu quand même qu'il y a une partie donc de l'électorat qui a clairement ces pulsions-là en elles et eux, et qui se sont sentis le droit et la légitimité de le faire. Encore une fois, je parle de petites villes en plus, vraiment où les gens sont des voisins, les gens se fréquentent, se connaissent. Donc du coup, ça nous a fait peur parce qu'on était sur quelque chose, un territoire frontière en fait, et où vraiment on a eu peur. On a eu peur d'une micro, je sais pas, du soir de l'élection, de ce qui se passerait. Vraiment, on a eu peur. Mais effectivement, il y a aussi plein d'électeurs et électrices du Rassemblement national qui ne me parlent pas de ça. Qui n'ont pas, c'est pas la première chose qui vient à leur bouche quand on discute, et pourtant on passe 20 minutes, une demi-heure. Après, c'est pas des gens que je suis pendant des années, mais j'en connais quand même beaucoup, et où du coup c'est vrai que c'est pas forcément le déterminant principal du vote de certaines personnes. Ça peut l'être pour d'autres, mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la société est plus tolérante, et je pense, en fait, le racisme existait déjà dans les années, évidemment, 60, 70, 80, quand on reprend l'histoire des violences raciales en France, mais ça fait peur quand on oublie que la légitime défense pour des commerçants qui tiraient à vue sur des personnes arabes, c'est des choses qui ont existé, tout ça, en fait, est réel en France, et n'a pas attendu l'explosion du Rassemblement national. Il y a des gens de gauche qui sont racistes comme ils en peuvent plus. C'est pas exclusif. Emmanuel Macron, excusez-moi, mais on voit quand même notre président de la République qui se fait prendre la main dans le sac à tenir des propos absolument terribles. Par contre, il y a une légitimation, c'est-à-dire on a l'impression qu'on a cessé de le combattre. C'est les élites qui ont cessé de le combattre, puisqu'on a justement l'impression qu'il y a une légitimation de la parole raciste qui dépasse le cadre du Rassemblement national. Et c'est là où je trouve ça. Et encore une fois, je reviens sur les hommages à Jean-Marie Le Pen, mais c'est là où on voit quand même qu'on est dans un basculement, où on a l'impression qu'il est dans l'intérêt de certaines élites, en tout cas, de légitimer la parole raciste et de stopper le combat antiraciste, quoi. On a l'impression que les Français que vous rencontrez à Hayange, Denain et Beaucaire sont finalement souvent en contact avec des personnes issues de l'immigration, qui travaillent dans le domaine agricole, dans le secteur des services à la personne, aussi dans la logistique. Pourquoi cela ne met-il pas en échec, finalement, cette association entre population issue de l'immigration et personnes assistées, entre guillemets? C'est une vraie question. Il se trouve que pour écrire ce livre, on a décidé c'est un projet que j'ai nourri au moment de la dissolution. Après 10 années à parcourir le pays à la rencontre justement de ces électeurs. Et j'ai voulu revenir
dans ces territoires, parce que j'avais jamais perdu le contact en fait avec un certain nombre de ces électeurs, et je les ai revus cet été et au mois de septembre. Et j'ai retrouvé Sabrina à Beaucaire, que j'avais pas revue depuis longtemps, hein, puisque Sabrina, je l'avais suivie entre 2014 et 2016, je l'avais pas revue depuis 2017, pour être tout à fait précis. Moi, quand je l'avais vue en 2017, c'était, en début, c'était une femme, voilà, qui adhérait aux thèses racistes, hein, c'était presque familial, hein, toute la famille était plutôt dans sa mère partageait un peu ses idées. Moi, je l'ai rencontrée d'ailleurs le 11 janvier 2015 sur la place de la mairie de Beaucaire, où il y avait le Rassemblement national aux victimes de Charlie, où Marine Le Pen était venue. Elle n'était pas à République à l'époque, elle était venue rendre hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher à Beaucaire, où devant la mairie, sur la place de la mairie, on avait retrouvé l'ambiance d'un meeting du Front National, où le principal slogan scandé par la foule était « On est chez nous ». Voilà. Et c'est dans ce contexte que je croise la route de Sabrina et que je vais. Voilà. À l'époque, Sabrina ne travaillait pas. Elle était avec un compagnon qui travaillait à droite à gauche. Elle avait une peur vraiment sécuritaire, hein, problème de sécurité pour sa fille, etc. Et là, quand je l'ai revue cet été, voilà, depuis quelques années, elle travaille dans les cantines scolaires, comme employée de mairie, au contact de personnes immigrées. Voilà, clairement, c'est elle qui me l'a dit, hein, de manière quasiment spontanée. Elle dit, mon regard a complètement changé, un regard de tolérance, mais par contre, elle continue à voter pour le Rassemblement national. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que oui, en effet, Marine Le Pen, c'est pas pour elle, c'est pas le père. C'est d'ailleurs, elle me l'a ressorti à cette occasion. Elle a pas l'image de quelqu'un de raciste. C'est ça toute l'une des difficultés. Moi, je crois qu'il faut quand même être vigilant. Je vais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis désolé, je réagis un peu sur la question précédente, sur la question du racisme. Si j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans une société bien plus tolérante, qu'il y a 30 ou 40 ans, néanmoins, je pense qu'il y a un vrai devoir de vigilance. Et on voit au plan international quelle est la situation. Il y a quand même une offensive d'un certain nombre d'élites aujourd'hui sur ces questions. On le voit au travers notamment des médias Bolloré et autres. Bien évidemment, il n'y a pas une exclusivité du Rassemblement national. La question du racisme n'est pas exclusive, non. Évidemment. Non, mais c'est quand même pas, peut-être, parce que je suis entièrement d'accord, pour rebondir sur cette anecdote, j'en ai parlé au début, mais c'est pas une anecdote. Justement, j'ai cette anecdote parce que ça va rester une anecdote. Il y a 10 députés Rassemblement national qui sont pris la main dans le sac dans un groupe Facebook où les gens appellent à massacrer tous les Noirs en France. Ni plus ni moins, un nettoyage ethnique en France. Ça n'a pas fait un JT, même pas un sujet d'émission. C'est hallucinant. Je suis d'accord, il y a une tentative, il y a effectivement une offensive de ces élites, de ces médias, etc. Je raconte dans le livre, parce que dans les jalons historiques, je parle de la mort de Thomas à Crépol, de son assassinat pendant la fête, et de ce qui s'en est suivi, de l'offensive à l'époque de groupes radicaux, identitaires, à droite de l'extrême droite, on va dire, qui tentent à l'époque d'organiser des manifestations dans les villes, et notamment dans la Drôme, et au-delà. Et on voit un phénomène assez, sur les réseaux sociaux, hein, les appels sont lancés sur les réseaux sociaux, des ratonnades, etc. Il y a des tentatives qui sont assez comparables à ce qui s'est produit en Angleterre cet été. À la différence près qu'en France, ça n'a pas pris. Donc on n'est peut-être pas encore dans cet état-là, mais quand j'appelle à la vigilance, je veux dire par là ça peut un jour basculer en effet. En fait, c'est ça qui m'a effrayée, c'est-à-dire que du moment où le RN est arrivé en tête aux européennes et qu'il y a eu la dissolution, c'est des comportements qu'on voyait pas habituellement qui d'un coup se sont... Mais ça veut dire qu'ils étaient déjà présents. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point ça peut basculer très vite. Une forme de désinhibition, en fait. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est là où, en fait, on dit, mais ces gens-là, je les frontais avant aussi. Et c'est là où l'humain peut changer très vite de face. Et l'humain est multiple, en fait. C'est ça aussi. Et dans un contexte donné, bon, on le sait. L'histoire de l'humanité nous l'a montré, mais dans différents contextes, l'humain révèle aussi d'autres choses chez lui. Donc c'est vrai que c'est question enfin, en tout cas, je suis d'accord avec vous. Il y a une vigilance très très forte à avoir parce que il y a tout un travail pour légitimer
cette parole, légitimer ses actions. Et les gens qui votent Rassemblement National une fois dans leur vie, ça veut pas dire qu'on doit les tatouer racistes ad vitam aeternam, mais je pense que ce serait la plus grosse erreur qu'on pourrait tout ça. Enfin, moi, je veux dire, je vis dans une circonscription enfin, voilà, où on est 52-48. Donc, en fait, une personne sur deux, quasiment, que je croise a peut-être voté RN. Et pourtant, j'adore tous les gens que je représente dans ma circonscription. Donc, j'essaye mais par contre, ne pas non plus, effectivement, nier que c'est une réalité et nier, du coup, que les personnes en première ligne de ça sont terrifiées. Aujourd'hui, on l'a vu cet été. Alors, ce dont on a vraiment l'impression aujourd'hui, c'est qu'au-delà de l'adhésion qui s'installe peu à peu dans de larges catégories de l'électorat, la figure de Marine Le Pen devient très particulière dans la mesure où c'est une figure qui semble rassurer, qui dégage un sentiment de sécurité pour des électeurs qui sont en demande d'une protection, avant tout, de la part de l'État. Vincent Jarousseau, c'est quelque chose que l'on retrouve dans votre livre, où vous rencontrez beaucoup de gens qui vous disent, je cite, « Marine, elle est comme nous. Je n'adhère pas du tout à l'entièreté du programme du FN. Ils sont parfois trop racistes, trop extrêmes. Mais avec Marine, c'est différent. J'ai confiance. » Malgré le fait que Marine Le Pen ait grandi dans un contexte socio-économique très privilégié, on a l'impression qu'elle arrive à dégager quelque chose, les sociologues diraient un ethos, très populaire, qui résonne auprès des classes défavorisées. Est-ce que c'est quelque chose qui est significatif dans l'adhésion progressive au Rassemblement National chez les gens que vous rencontrez tous les deux ? C'est tout à fait significatif et tout ça participe d'un narratif global. On a effectivement un État globalement qui a perdu sa force de protectrice, l'État-providence, l'État protecteur, même si en France on a encore par rapport à certains pays européens, un certain nombre, je dirais, d'outils de protection, même s'ils ne sont pas suffisants, mais on a quand même encore des outils de protection. On n'est plus perçu comme un État protecteur. Et effectivement, Marine Le Pen a très bien compris cela. Et c'est vrai qu'il y a un événement important, et c'est là qu'on voit aussi l'importance de ces deux personnes que sont Steve Briouat et Bruno Bilde. Steve Briouat qui est le maire de Hénin-Beaumont et Bruno Bilde qui est élu d'Hénin-Beaumont et député du Pas-de-Calais maintenant, qui ont eu l'intelligence de faire venir Marine Le Pen quand elle était au plus bas en interne au sein du Front National autour des années 2003-2004. 2005, hein, c'est vraiment la période où elle atterrit en douceur sur ce territoire, où elle se présente aux élections, où elle obtient en 2007 le meilleur résultat d'une circonscription pour le Front National dans toute la France. Hein. Jean-Marie Le Pen était assez bas au moment de la présidentielle en 2017, hein, puisqu'il avait réalisé que 10%. Mais Marine Le Pen arrive à un score assez conséquent et se qualifie pour le second tour. C'était une des rares à se qualifier pour le second tour à l'époque. Et elle a construit, en fait, pour répondre à votre question, elle a construit son image, parce que finalement, Marine Le Pen, pour les Français, elle existe à partir de ces années-là, pas avant. Enfin, voilà, on la voit en ce moment sur son premier plateau en 2002, le soir de la présidentielle, mais elle va se construire progressivement une image au cours des années 2000, qui est la Marine de Hénin. Moi, je reprends toujours cette citation de ce journaliste de La Voix du Nord local à Hénin-Beaumont, qui dit c'est plus la Marine de Neuilly, c'est la Marine de Hénin, qui s'habille différemment, qui met des jeans, qui dans la forme, hein, je parle de forme, mais qui, je pense assez sincèrement, va va avoir un coup de cœur pour ce territoire quand même. Et les gens de ce territoire, c'est pas interdit non plus. Enfin, ça se ressent. Pour l'avoir quand même beaucoup suivi sur le terrain, c'est quelqu'un qui donne l'impression, en tous les cas, de se sentir quand même relativement dans son élément et qui quelque part prend tous les codes. Alors, elle est pour le coup accompagnée par un Steve Briouat qui est un enfant du pays. C'est comme ça qu'il se présente, mais c'est réellement un enfant du pays qui laboure le terrain depuis 15 ans déjà, hein, quand Marine Le Pen arrive à Hénin-Beaumont. Quand je dis qu'il laboure le terrain, c'est que, par exemple, c'est faire du boitage pendant ses pauses déjeuner, ce qu'il fait sur son lieu de travail. Enfin, c'est quelqu'un qui était très investi. Et elle s'est construit cette image de femme populaire, parlant comme n'importe qui,
Elle parle pas comme n'importe qui. Mais elle parle pas. Mais elle ne parle pas effectivement. C'est le luxe de la bourgeoisie de pouvoir se populariser. Mais voilà. Par contre, quand les gens viennent vraiment, c'est ce que je disais avec certaines personnes de la France insoumise qu'on a vraiment attaqué sur leur diction, quand les gens viennent vraiment de milieux populaires, le système le prend bien plus mal et vous le fait ressentir directement. Quoi, c'est ça le piège aussi. De jouer, c'est une très très grande bourgeoise qui joue à la prolétaire tout en étant adoubée par un système. Et après, je voulais aussi finir par un propos, c'est que la personne de Marine Le Pen, c'est aussi ce côté maternel, enfin d'une certaine manière maternelle protectrice et de femme forte. Et cette notion de femme forte, elle parle beaucoup à l'électorat féminin. Alors moi, c'est pas des études, mais c'est ce que je constate aussi dans mes rencontres, et ça corrobore pour le coup les études. C'est que dès 2012 et de surcroît, surtout à partir de 2017, mais on a déjà des indicateurs en 2012, on a un électorat féminin pour le Front National au moment de la présidentielle, pour Marine Le Pen, qui est quasiment à parité dès 2012, qui le devient et qui le dépasse en 2022. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui votent pour Marine Le Pen à la présidentielle 2022, ce qui n'était pas du tout le cas de Jean-Marie Le Pen, si on veut faire une distinction. Donc ça, c'est, je dirais, dans son portrait global, c'est un élément dont il faut tenir compte. Et c'est aussi une distinction qu'il faut faire par rapport aux candidats qui émergent. Alors je mets Giorgia Meloni de côté. Il y a peut-être chez Giorgia Meloni cette figure maternelle protectrice aussi. Elle le revendique d'ailleurs, son discours. Elle le revendique je suis une mère, je suis Giorgia. Voilà. Donc on dit toujours que la France, enfin les Italiens sont nos cousins, quoi. Mais pour le coup, si on prend l'Amérique de Trump, ou Orban, voire Poutine, on n'est pas du tout dans la même relation. Non, c'est vrai. Après, c'est tout à fait juste sur son côté maternel, rassurant, protecteur, qui revient donc du coup sur les questions économiques et sociales, sur la question de l'Union européenne dont vous parliez tout à l'heure, et qui revient sur le besoin de protection contre les délocalisations, contre la violence de la mondialisation que le Rassemblement national incarne, mais ne respecte pas, puisqu'en fait, et ça aussi, j'aimerais qu'il y ait des débats là-dessus, c'est-à-dire quelles sont leurs vraies propositions protectionnistes, en réalité très peu. Ils ne sont pas du tout solides sur ces sujets-là, contrairement à la France insoumise. Néanmoins, je dois souvent aller dans les usines, rappeler aux ouvriers un peu ce qu'ils ont ou pas défendu et qui défend, par exemple, l'interdiction de détruire des machines quand on délocalise une usine. Enfin, ça, c'est des choses que moi, par exemple, j'ai défendu à titre personnel, j'ai déposé des amendements, le RN a voté contre, quoi. En fait, ils connaissent très peu la classe ouvrière. On le voit à chaque fois qu'on a des débats sur l'industrie. Ce qui est quand même, voilà, encore une fois, ce grand miroir des illusions et encore une fois manipulé par des gens qui sont derrière aux commandes de chaînes télé. Enfin, faut dire, ce qui me fait beaucoup de mal. Parce que effectivement, j'ai l'impression que les aspirations des sincères et justifiées à plein d'endroits sur la question de l'Union européenne, c'est pour ça que j'ai rejoint par exemple la France insoumise. Je ne suis pas d'accord avec l'espèce de consensus mou sur la question des traités européens qu'on essaye d'établir à gauche. Pour moi, c'est du réalisme que de dire il faut changer ces règles. Enfin, je veux dire, et je partage ce besoin-là avec les classes populaires qui sont les premières victimes des délocalisations. Vous dites ça à quelqu'un qui a fait la campagne du non en 2005. Oui, ouais. mais du coup, je trouve ça effrayant et effarant, et je me dis vraiment, si on laisse pas une alternative à gauche comme la nôtre vraiment émerger, si on est diffamé au quotidien, etc., encore et encore et encore et encore, et que le RN finit par gagner et qu'ils déçoivent, parce qu'ils décevront, que va-t-il se passer ? Quels sont les débouchés ? Quels vont être les débouchés en fait pour les gens qui ont raison en partie de demander cette fin de la mondialisation effrénée, ce protectionnisme, cette protection. Et c'est ça qui par moment, vous parliez des 4 mouvements insurrectionnels qui a eu lieu. Bah en fait c'est ça je me dis si c'est pas nous, ça finira par être je sais pas, on sait pas. Mais ça m'inquiète aussi pour ça et je trouve ça très triste. Et je me mets à la place des gens qui votent Rassemblement national. Non, mais je me dis, en fait, c'est terrible de se faire à ce point-là flouer par un système. On ne peut pas, de toute façon, déconnecter ce qui se passe en France, même s'il y a des différences. J'en parlais à l'instant du mouvement mondial. Moi, je finis le livre là-dessus, évidemment,
dans la conclusion, mais c'est vrai que le sentiment que l'on a tous aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans une ère post-démocratique où, alors ça pose la question de l'Europe, parce que effectivement, je pense que malgré tous les défauts de l'Europe, aujourd'hui, je vois pas comment on peut faire seul pour résister dans ce monde face à des blocs et des empires, sinon. Mais ça veut pas dire qu'il faut rester dans les cadres actuels. Attention, c'est pas. C'est ça en fait, le problème. C'est une négociation au vol. Non, mais c'est un statu quo qu'on peut plus se permettre et je pense qu'on a trop mis ça sur le tapis, sous le tapis. Vous parlez de vrais débats économiques. Non, mais on a des dirigeants européens aujourd'hui qui ont peur, qui sont complètement sclérosés. On le voit sur la question, et c'est, je pense, c'est ce qui donne une certaine force, d'une certaine manière, aux mouvements nationaux populistes de manière générale, c'est qu'on a une classe politique européenne qui est sclérosée et qui est incapable de proposer des projets alternatifs et je dirais, de protection aussi de ces populations. Le problème, il est là, à mon sens. On voit également que l'image de Jordan Bardella devient désormais singulière et que se dégage une certaine fascination pour lui, parce qu'il présente bien, il sait garder son sang-froid, il est beau. Néanmoins, on voit aussi qu'il dispose d'une ligne politique bien plus libérale, bien plus europhile, qui se rapproche petit à petit des élites économiques parisiennes en essayant moins de conserver cette fibre sociale qu'a Marine Le Pen. Est-ce quelque chose dont les électeurs se rendent compte selon vous ? Et est-ce que cet embourgeoisement du Rassemblement national ne risque pas de fragiliser son électorat populaire à moyen terme ? Moi, je pense qu'ils commencent à s'en rendre compte, comme je le disais sur la question de la censure, mais je pense quand même que certains revirements de Jordan Bardella ne sont pas complètement passés inaperçus. Et je pense effectivement que c'est là où j'espère que c'est là où la progression du RN, qui réussit à attraper un peu beaucoup d'intérêts différents derrière la bannière Rassemblement National, va s'arrêter, parce que ces incohérences majeures, en fait, dans le fait qu'ils n'ont pas de programme économique, mais vraiment, enfin, je profite, c'est rare qu'on me laisse autant parler du Rassemblement National, donc j'y vais. Ils ont quand même, ils arrêtent pas de dire on est pour la rigueur budgétaire la plus absolue, donc même au détriment des services publics. Ils veulent faire des coupes, on sait pas trop dans quoi, mais quand on les allait, en fait, moi j'ai recalculé avec Éric Coquerel tous les amendements qu'ils avaient déposés sur le budget, ils faisaient encore plus de trous dans les recettes que les macronistes. Enfin, c'est-à-dire ils veulent toucher à rien, ils proposaient des nouveaux crédits d'impôt sur les plus riches. Enfin, ils veulent tout et n'importe quoi en même temps, ils font aucun choix. Et par contre, Bardella a sommé effectivement d'abandonner le retour à l'impôt sur la fortune et sur l'exit tax aussi. Et pourquoi ? Parce que je pense que Bardella se dit bon, je suis prochain Macron, il est en train de se rapprocher d'un milliardaire apparemment qui veut le soutenir, et donc il espère en fait ne plus vraiment avoir besoin tant que ça du soutien. Maintenant, il a besoin du soutien du système pour passer un deuxième tour. Et contre nous, justement, et en fait, finalement, les classes populaires dont ils se sont servis pendant 10 ans, ça les intéresse moins, quoi. Jordan Bardella, d'une certaine manière, ce qu'il perd d'un côté, à mon avis, il espère le gagner de l'autre. Mais c'est dire qu'ils sont pas un parti populaire. En réalisant l'union des droites, puisque c'est finalement, quelque part, son agenda. Maintenant, je pense que, c'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Parce que je pense que son modèle, c'est le modèle que l'on voit émerger un petit peu partout en Europe. D'ailleurs, on le voit très proche du futur chancelier autrichien, avec qui manifestement il partage un certain nombre d'idées. Donc, je pense que lui, il est déjà dans ce schéma-là, qui finalement est un schéma de sortie de ce qu'était le Front National, le Rassemblement National de Marine Le Pen. Je ne sais pas en France. Dans un pays comme le nôtre, où on a quand même un attachement, où les Français, viscéralement, sont attachés à un certain nombre de valeurs, peut-être plus qu'en Allemagne, par exemple, sur l'égalité. Je crois la notion d'égalité, c'est une notion qui est encore à laquelle les Français sont extrêmement attachés. Je sais pas comment, finalement, le modèle promu par un Jordan Bardella peut imprimer chez nos concitoyens. Oui, moi, je pense que c'est Moi, je pense que c'est le début de la fin, pas de la fin, mais c'est le début de l'arrêt de cette dynamique. C'est un revirement, en tous les cas. C'est un revirement, et
Mais en fait, ça paraît naturel à tout le monde. Moi, encore une fois, je me mets à la place d'un électeur populaire du Rassemblement national, sincèrement convaincu. En fait, les gens méritent pas de s'être fait prendre pour des jambons à ce point-là. Et je suis désolée, mais voilà, le fait qu'il abandonne tous les marqueurs de gauche à l'arrivée, puis il se rapproche du pouvoir, c'est quelque chose que je trouve absolument détestable. Alors, par opposition, il semblerait, paradoxalement, que l'image de personnalité issue de la gauche, Jean-Luc Mélenchon notamment, pour ne pas le citer, n'arrive pas à susciter ce même sentiment de protection, n'arrive pas à rassurer autant, malgré le fait qu'ils défendent l'idée du travail payé au juste prix, notamment en augmentant le SMIC à 1 600 €. Il semblerait même que la gauche inspire parfois un certain sentiment de crainte. Comment expliquez-vous cela ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Bon, encore une fois, et je veux pas me victimiser, hein, mais je le dis, je vous ai donné des exemples très concrets qui montrent que le traitement médiatique est orienté contre la gauche et notamment la France insoumise plus que contre le Rassemblement national. Encore une fois, je vais comparer deux situations, quand même pour qu'on comprenne bien. Bon, l'affaire Quatennens, elle a eu un très très gros retentissement. Je ne suis sûre que vous ne savez pas forcément, peut-être que vous si, mais qu'il y a un député Rassemblement national qui s'appelle Monsieur Bocaletti, qui est un négationniste, qui tenait une librairie négationniste, condamné pour coups et blessures aggravées à caractère raciste. Il a été réinvesti, réélu. Son ex-conjointe l'accuse de lui avoir planté un couteau dans la jambe. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Voilà. Non, mais c'est vraiment pour dire qu'il y a quand même cet effort quand même qui est mis et remis et re-remis pour construire une image. Nous diaboliser et de fait dédiaboliser le Rassemblement national qui porte quand même des fruits, forcément, pour les gens qui regardent la télé notamment. Et moi, je l'ai revu aussi pendant la campagne. Le plus grand marqueur de différence chez les gens, dans le discours qu'ils tenaient, c'était s'ils regardaient la télé ou pas. Vraiment. Ça devenait le plus grand marqueur, au-delà même du lieu de travail, du revenu, etc. C'était, est-ce que vous regardez la télévision ou pas? Et notamment chez les personnes âgées, c'était frappant. Donc avec vraiment, on me sortait des choses fausses, hein, mais que les gens pensaient vraiment sur nous, sur ce qu'on pensait, etc. Et il y a même eu des sondages qui, pour la première fois, montrent le lien entre certains JT et le vote Rassemblement national. Donc le JT de TF1, le JT de M6, sans même parler de CNews, etc. Donc ça c'est un fait majeur. Et je pense qu'on ne peut pas avoir de discussion sérieuse sur l'image qu'a la gauche sans rappeler ça. La deuxième chose, c'est la gauche qui a échoué. Et ça, c'est une expérience plus personnelle et plus légitime pour le coup des électeurs qui ont voté à gauche et qui ont été déçus par le socialisme de gouvernement. Moi, ma circonscription, c'est celle de Laurent Fabius à la base. Je veux dire, donc je vois bien le type de croyance puis de déception qui a pu se produire chez la classe ouvrière. Et donc, qui fait que on n'a plus confiance parce qu'on a l'impression d'avoir déjà essayé et que ça n'a pas marché. Et je pense que peut-être, effectivement, il y a aussi enfin le langage qu'utilise Marine Le Pen et sa figure. En fait, le Rassemblement national répète des choses, il rabâche des choses en permanence. Je sais pas si vous vous souvenez, pendant la réforme des retraites, il disait juste une chose, les Français voteront mieux la prochaine fois, quoi, en gros. Alors que nous, on était dans la rue en train d'essayer d'empêcher la réforme. Ils disaient, très bien, nous, on va juste, on attendra, on l'abrogera quand vous voterez pour nous. Enfin, vous aurez compris ce qui est bon pour vous. Mais en fait, ils ont quelque chose de l'ordre de la pédagogie, de la répétition et de se mouler dans les présupposés sur des situations et de jamais aller à l'encontre de ce que on pense de façon un peu comme ça, de prime abord, en termes de préjugés, qui fait que c'est sans doute aussi plus facile de capter leur discours sans approfondir, justement, que celui de la gauche qui essaye d'expliquer pourquoi, en fait, baisser les taxes, ça marche pas parce que les marges, enfin voilà, c'est des chemins intellectuels, mais qui sont sincères et plus longs que ceux qu'ils empruntent eux, où ils vont tout de suite dire, ça, les gens n'aiment pas, ok, je vais comme ça, et puis je fais pas plus d'efforts pour être dans l'éducation populaire, justement. Non, mais le traitement médiatique, en effet, a joué un rôle ces dernières années qui est indéniable. Moi, j'ai pu le mesurer, par exemple, auprès de, je pense à Angélique, une assistante maternelle, donc qui évidemment travaille chez elle et qui est une fan de Cyril Hanouna. Et qui regardait cette émission au départ comme une émission de divertissement parce que c'est quelqu'un qui aime rire, qui d'ailleurs
elle-même assiste à des émissions de télévision, dont TPMP, mais aussi des jeux télévisés classiques. Et c'est vrai que progressivement, j'ai bien vu qu'il y avait une binaire, enfin, tout devenait très très binaire en fait dans sa manière d'aborder les questions de société. Et quand je parle d'Angélique, c'est comme sur une période de 3 ou 4 ans. C'était pas une électrice du RN. Alors il y a pas que Cyril Hanouna, hein. Attention, c'est plus large que ça. Il y a son mari est agriculteur par exemple. Et elle raconte, quand je la vois cet été, que lors des manifestations des agriculteurs, le seul député qui est venu voir les agriculteurs sur une zone de blocage à côté de Valenciennes à l'époque, c'est le député RN du coin. Donc voilà. Mais pour le coup, moi, je me suis déplacée dans une circonscription RN pour aider des ouvriers. Ouais. Le député RN n'était même pas là, quoi. Voilà. Donc ça dépend. Mais à côté de ça, si on prend le vote effectivement des retraités, on revenait là tout à l'heure sur le changement d'électorat par rapport à Bardella, mais il y a vraiment un lien pour le coup entre Bardella et les médias Bolloré d'une certaine manière, dans ce que ça peut incarner comme vote élitaire d'une certaine manière, enfin d'élite entre guillemets, du moins de CSP un peu plus favorisés, et notamment chez les retraités qui sont branchés effectivement beaucoup sur les chaînes d'information, sur les émissions de débat. Moi, je l'analyse dans le livre autour dans le Gard. Où le vote FN dans le Gard était surtout focalisé avant, il y a 10 ans, autour de la vallée du Rhône, dans les petites villes et dans la ruralité de la petite Camargue, là où en gros on fait des courses camarguaises, pour faire vite. On voit par exemple que sur les dernières élections, en 2022 et de surcroît dans les dernières élections, vous avez toutes les circonscriptions qui basculent pour le RN. Seule Nîmes, la ville de Nîmes, vote pour le NFP, parce que c'est une ville où on a un taux de pauvreté de 30% quand même, avec des quartiers populaires, une petite bourgeoisie protestante, intellectuelle, qui vote plutôt à gauche. En revanche, toute la couronne nîmoise, donc des zones pavillonnaires que je connais plutôt bien, où on a pas mal de retraités, plutôt assez favorisés, là où moi je cite le cas d'une commune où on a un taux de pauvreté de 9%, où ça votait Macron ou à droite. Voilà, enfin à droite républicaine, on va dire, a massivement voté pour Jordan Bardella aux européennes et pour les candidats RN aux législatives, avec des scores équivalents à ceux de Beaucaire, Saint-Gilles dans les fiefs. Hein. Donc là, on voit une bascule d'un électorat conservateur, on va dire, traditionnel, vers la figure finalement d'un Jordan Bardella qui est adoublé par les médias, une partie des médias. Alors, dernière question, en une phrase peut-être. Pensez-vous qu'il existe toujours un espace de reconquête des classes populaires à gauche, à court ou moyen terme ? Évidemment que oui, sinon on s'arrête. Non, mais évidemment. Maintenant, la question, si vous voulez, c'est que l'une des faiblesses, à mon sens, de la gauche aujourd'hui, au-delà du discours qu'elle peut porter nationalement dans les médias, c'est qu'elle a quand même une grande faiblesse sur les terrains où l'extrême droite, elle, est présente. Moi, j'ai été extrêmement marqué au cours de ces dernières années dans les discussions que je pouvais avoir avec les gens, avec quasiment, enfin, voilà, moi, quand je portais une parole auprès de ces personnes, c'était la première fois finalement qu'elles entendaient une vérité alternative d'une certaine manière à ce qu'ils pouvaient entendre au quotidien sur leur lieu de travail. Je cite le cas de ce jeune, par exemple, qui, au moment de la présidentielle en 2022, dit qu'il va pas voter pour Marine Le Pen dans son cadre de travail, qui est une usine à fourmis, et autour de lui, tout le monde vote pour Marine Le Pen, et il se fait traiter immédiatement de macronard, alors qu'il n'a pas l'intention de voter non plus pour Macron, lui a l'intention de s'abstenir, enfin il vote pas quoi en fait, mais parce que quelque part il y a pas, dans l'environnement direct, il y a pas de, donc ça, une des difficultés pour la gauche, effectivement, c'est d'être présente, et je pense surtout que pour reconquérir, au moins pour être audible d'une certaine manière auprès de toute la population et en particulier des classes populaires, il faut peut-être commencer par arrêter de se parler à soi-même et parler aux gens, quoi. C'est pas une leçon que je donne, mais moi j'ai le sentiment un peu parfois que cette gauche se parle un peu trop à elle-même et pas suffisamment à la population générale et aux problématiques du quotidien des gens, quoi. Alma Dufour, peut-être? Non, mais moi, comment dire?
Non seulement je pense qu'il y a un espace pour reconquérir les classes populaires, mais encore une fois, je pense que c'est qu'une question de temps et que de toute manière, l'expérience du Rassemblement national, même s'ils gagnent, ils seront une énorme déception après. Est-ce qu'ils laisseront le pouvoir, etc. Ça c'est encore autre chose. Mais il est aussi possible, et comme je l'ai dit, qu'une partie conséquente de leur électorat se rende compte au cours de cette année, qui est quand même une année où ils sont mis face à leur responsabilité aussi en tant qu'arbitre de la situation politique, se rendre compte de l'arnaque qu'ils représentent. Donc, je désespère pas. Donc, moi, je pense que de toute manière, les crises se multiplient et s'enchaînent, il y aura, parce qu'il y a la nécessité d'un récit collectif, il y aura une nouvelle impulsion pour la gauche, que si on prend un peu de recul aussi, on a beaucoup parlé du contexte international, une gauche de rupture telle que celle qu'on incarne n'a jamais non plus été depuis longtemps aussi proche d'arriver au pouvoir dans les pays occidentaux. Donc il y a aussi quelque chose qu'il faut aussi remettre dans le grand ordre des choses, c'est une bataille que l'extrême droite est en train de gagner un peu partout dans le monde, mais c'est des phases historiques et par contre, c'est sûr que la gauche va reprendre son essor aussi dans les classes populaires, ça j'en suis convaincue. Après, sur la question d'aller parler aux gens, moi je veux dire, c'est ce qu'on prône nous. Enfin, c'est pendant la campagne d'ailleurs de 2024, il y a eu, par exemple dans ma circonscription, plus de 300 personnes qui sont venues même de partout en France pour nous aider, mais je veux dire au quotidien, c'est quelque chose qu'on fait. Je veux dire, on est le mouvement qui fait le plus de porte-à-porte et de contact avec les gens. Après, on peut pas, en un claquement de doigts, remplacer la réalité sociologique que vous avez décrit aussi, que les professions éduquées sont parties vivre dans les métropoles, y compris, moi j'ai des professeurs qui retournent dans ils vivent à Rouen, mais ils vont donner cours dans ma circonscription, mais ils vivent à Rouen. Et c'est-à-dire que dans le milieu personnel, en fait, les cadres intellectuels se sont concentrés dans les grandes villes, laissant en fait les ouvriers et les employés seuls avec un discours, donc plus de discours de gauche qui est porté dans la sphère familiale et personnelle. Nous, en tant que porte-à-porte, militants, etc., on peut essayer d'inverser cette tendance, mais c'est quand même vraiment vider l'océan avec une passoire. Enfin, c'est très long, c'est très dur, c'est par moments assez ingrat, mais on le fait et on s'y attache. Et donc, on a bien conscience que de toute manière, le paysage médiatique étant ce qu'il est, ce qu'on a décrit, notre seule arme, c'est d'aller vers les gens, soit sur le terrain, soit via les réseaux sociaux. Et donc, on encourage tout le monde qui veut prendre sa part dans cette bataille de nous aider, notamment effectivement dans les territoires périphériques et plus ruraux. On a des militants en ruralité, mais c'est très difficile de militer en ruralité quand on n'est pas dans le cercle familial ou professionnel des gens. Parce que c'est très grand, c'est très loin, faut payer les pleins d'essence pour aller voir les gens. Et puis vous avez même peur des fois de vous faire casser la gueule si on vous croise dans un village qui est déjà très RN. Voilà, enfin c'est des réalités que les militants ont affrontées au quotidien, quoi. Donc c'est vrai que c'est très dur, mais ça veut pas dire que la volonté n'y est pas. Alma Dufour, Vincent Jarousseau, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous rappelons à nos chers auditeurs que Le Vent se lève est un média indépendant qui ne vit que du soutien de ses lecteurs et ses auditeurs. N'hésitez pas à nous soutenir en effectuant un don, en cliquant sur le lien dans la description. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt.